Parce que pour Movember, il fallait faire l'effort quand même. Il fallait faire l'effort, il l'a fait. Il l'a fait. Il y avait des doutes hein, sur Twitch. Mais en fait ça va aller aussi sur YouTube. Et coucou YouTube du coup, j'en profite, coucou à toutes celles et ceux qui vont nous regarder en rediffusion sur YouTube. On est sur Twitch où on fait du gaming, on fait aussi de la vulgarisation santé. Et aujourd'hui, on fait une vidéo, on fait un format qui s'appelle Médicalement Vôtre sur la thématique de Movember. Voilà les objectifs de ce Médicalement Vôtre, les amis. On va commencer par présenter Movember. Qu'est-ce que Movember? Depuis quand ça existe? D'où est-ce que ça vient, cette histoire de Movember, et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Ensuite, on va s'intéresser en particulier aux thématiques abordées dans l'entité qu'est Movember, les cancers masculins, la santé mentale masculine et la prévention de manière générale. J'en profite quand même pour rappeler, puisque c'est important quand on parle de science, quand on parle de santé, quand on parle de choses aussi importantes que ça, rappeler qui vous parle. Donc moi je suis Patch, je suis externe en médecine. Qu'est-ce que c'est qu'un externe en médecine? C'est quelqu'un qui est en train de marcher avec son bâton de pèlerin pour arriver jusqu'à son doctorat de médecine. On peut dire que c'est un bébé médecin, que c'est un futur docteur, enfin grosso modo, c'est la moitié du parcours pour arriver jusqu'au médecin docteur thésé. Présentons Movember. Alors Movember, vous vous souvenez, au mois d'octobre, on parlait d'Octobre Rose, et on s'était dit qu'Octobre Rose, c'était né dans les années début 80 à peu près, aux États-Unis. Bon, Movember, c'est vraiment créé en 2003. Donc déjà, on comprend pourquoi on en a un petit peu moins entendu parler, parce que c'est beaucoup plus récent. Ça a été créé par une petite trentaine d'hommes, et en l'espace de 21 ans, aujourd'hui, Movember, c'est une action qui se déploie dans plus d'une vingtaine de pays, avec des millions de participants, plus de 6 millions de participants cette année, et qui aborde 3 thématiques principales. La première thématique, et c'était la thématique, j'ai envie de dire, initiale de Movember, sont les cancers de la prostate et des testicules, où il y avait un enjeu de sensibilisation et de dépistage précoce, parce que comme on a pu le voir pour d'autres thématiques comme Octobre Rose, plus vite on arrive à avoir un dépistage, plus le dépistage est fait de manière précoce, et meilleur est le pronostic. Donc ça, c'était initialement l'enjeu de Movember. Et puis au fil des années, et en particulier je crois depuis 2 ans, Movember s'est intéressé à la santé mentale. Je crois vraiment que c'est à partir de 2 ans qu'il y a eu cet angle pris en plus des cancers de la prostate et des testicules, pour encourager les hommes à parler de leurs émotions et les encourager aussi à accepter et à aller chercher de l'aide. Ce qui est un vrai enjeu, hein. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Enfin, comme dans toute action de sensibilisation, de promotion, prévention, santé, on a un objectif au cours de Movember d'encourager à adopter des habitudes de vie qui sont plus saines pour la santé et qui permettent de prévenir l'apparition de maladies. Donc, pourquoi au mois de novembre? Parce qu'en fait justement, toute l'idée Movember, donc à la place de November, hein, donc ils sont lancés dans ce projet, cette trentaine d'hommes initialement, et ils sont encouragés au travers d'une action. Ils se sont encouragés au travers d'une action initiale, et c'est pour ça que aujourd'hui je fais ça. Bienvenue dans l'ordre de la moustache. Ça vient directement du site de Movember, hein, que vous retrouvez juste ici. Bienvenue dans l'ordre de la moustache. L'ordre de la moustache est la société la moins secrète au monde. Nous voulons que tout le monde sache que nous luttons pour que les hommes soient en meilleure santé et pour un monde plus sain. Avec Movember, le temps est venu de nous unir pour prendre en charge la santé mentale, le suicide, le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Le fait que vous fassiez partie de l'aventure nous rend plus forts. La moustache vous appelle. Quelle sera votre réponse? Et vous voyez, c'est au travers
de cette initiative, donc le port de la moustache, qui était une des manières, on va dire, de dire je participe à l'aventure, comme on avait le petit ruban rose pour Octobre Rose, c'est je participe à l'aventure et j'encourage, je me fais pousser la moustache pendant un mois pour dire que je participe à l'aventure, et quand on me demande, puisque forcément, au bout d'un moment, si je me fais pousser la moustache au mois de novembre alors que d'habitude j'en ai pas, on va me dire ah tiens tu te fais pousser la moustache, et bah ouais, je me fais pousser la moustache parce que, et bam, on arrive sur les thématiques dont on parlait tout à l'heure. Et c'était un peu l'idée, c'était de réussir avec quelque chose de visible, d'aborder des problématiques particulières. Donc voilà comment ça a commencé cette histoire. Juste une petite info pour vous rendre compte quand même des succès accomplis par Movember au fil du temps. Au cours des 21 dernières années, donc on a dit 2003, création de Movember, nous avons récolté 1,1 milliard d'euros pour la santé masculine. Alors pourquoi en parler? On va parler de la première thématique de Movember, à savoir les cancers masculins. Les cancers masculins, avec en particulier donc un focus sur cancer de la prostate et des testicules. Pourquoi en parler? Parce que à l'heure actuelle, dans tous les pays, on constate que donc les cancers masculins sont très fréquents et ils sont sous-diagnostiqués à un stade précoce, ce qui veut dire qu'ils sont sous-diagnostiqués à un moment où on pourrait envisager les meilleures thérapies possibles pour avoir le meilleur pronostic possible. Donc on a un sous-diagnostic, on a un retard de diagnostic, on a un sous-diagnostic des cancers à un stade précoce. Ce qui donc nous encourage, nous, aujourd'hui, à nous retrouver pour nous dire que la sensibilisation est essentielle pour encourager les hommes à consulter, à se faire dépister. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Justement, on va en parler un peu plus loin. Comment est-ce que ça s'organise? Et justement, une fois de plus, on en revient à cette fameuse moustache. Vous avez vu directement, quand Nini est arrivée, elle a dit mais c'est quoi cette moustache? Eh bien, quand on fait nos Movember pendant tout le mois de novembre, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous voient toute l'année sans moustache, qui d'un seul coup se disent mais pourquoi est-ce que tu portes la moustache? Eh bien justement, reste là 5 minutes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, et on déroule les informations essentielles de Movember. C'est toute l'idée. Donc, le sous-diagnostic des cancers à un stade précoce. Le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez les hommes, et le cancer des testicules, qui est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes. Et on verra justement chacun de ces cancers dans le détail. Et on va commencer directement avec le cancer de la prostate. Donc la prostate, qui est une glande qui est située littéralement, anatomiquement, sous la vessie. Au niveau des facteurs de risque, et je vais vous remettre une petite slide avec des pictos pour que ça soit bien clair, mais au niveau des facteurs de risque, il y en a 3 principaux, et il y en a quelques autres, mais le premier facteur de risque, c'est l'âge. Plus on vieillit, et en particulier après 50 ans lorsqu'on n'a pas d'antécédent familial, plus le facteur de risque augmente. Donc, premier facteur de risque, l'âge. Deuxième facteur de risque, des antécédents familiaux. Ça veut dire qu'il y a une part héréditaire importante. Si dans votre famille, votre père, votre frère, votre oncle, votre grand-père, votre grand-oncle, un cousin, bon, s'il y a une connaissance de cancer de la prostate, le risque de cancer augmente. Et on a aussi une deuxième part, on va dire génétique, puisque dans l'antécédent familial, là, c'est vraiment une part héréditaire. Une deuxième part génétique, c'est qu'on a, en fonction des ethnies, plus ou moins de chances. Là, on va dire que la prévalence est plus ou moins importante en fonction des groupes ethniques. Et je vais détailler avec des images juste après. Donc, au niveau des symptômes, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des symptômes? On retrouve, le plus généralement, une difficulté à uriner, c'est-à-dire qu'on va aller pour uriner, on va avoir la sensation de devoir pousser beaucoup et d'avoir un jet qui est très faible. Donc ça, c'est le premier symptôme.
Le deuxième symptôme, on va avoir des douleurs pelviennes, donc au niveau de l'aine, on va dire, hein, principalement, ou lombaires, donc au niveau du bas du dos. Un peu moins fréquent, mais qui peuvent être présentes. Enfin, le symptôme le moins courant des trois, mais qui est présent, c'est lorsqu'on va avoir une hématurie, c'est-à-dire qu'on va avoir du sang dans les urines, ou une hémospermie, c'est-à-dire du sang dans le sperme, qui sont également des signes évocateurs. Ce qui veut dire que si vous présentez à un moment, si vous avez plus de 50 ans, que dans votre famille, du premier degré par exemple, votre père, ou du deuxième degré, votre grand-père a eu un cancer de la prostate, que vous êtes d'ethnie d'origine plutôt africaine, et que vous commencez à présenter ce genre de symptômes, il devient urgent d'aller consulter un médecin, pour votre médecin généraliste, hein. Justement, là, je vous les ai remis avec différents pictos, parce que comme disait Napoléon, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc, grosso modo, on a les trois principaux facteurs de risque identifiés ici: l'âge, le facteur génétique, ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à l'hérédité, et les origines ethniques. On a les mêmes pictos, avec en plus des facteurs de risque qui ne sont pas directement causaux, mais qui peuvent amplifier le processus de promotion du cancer, c'est-à-dire d'accélérer, ou en tout cas de participer à la cancérisation ou à l'oncogénèse. Ça va être les toxiques de manière générale, et l'obésité. Donc voilà un peu au niveau des facteurs de risque et des symptômes pour ce qui est du cancer de la prostate. Donc ça, c'était pour le cancer de la prostate. On a dit qu'il y avait un deuxième cancer masculin important en termes de promotion, prévention, santé. C'est le cancer des testicules, qui est celui-ci plus fréquent chez les jeunes hommes, c'est-à-dire les hommes entre 20 et 40 ans. Donc là où la prostate, c'était 50 ans et plus, les testicules, c'est plutôt 20-40 ans. C'est plutôt un cancer qui touche les jeunes hommes. Au niveau des symptômes, on va retrouver, je vais vous montrer une petite image à nouveau, on va retrouver des symptômes qui sont très différents, hein. On va retrouver une lourdeur ou une masse ou une douleur au niveau du testicule ou du scrotum, c'est-à-dire de la peau qui entoure le testicule. On peut également avoir une sensation de douleur abdominale au bas du ventre, ou on peut même avoir une douleur qui part du testicule et qui va irradier un petit peu au niveau de l'aine. En gros, mais principalement dans les symptômes, on va avoir lourdeur, des fois une masse, douleur au niveau du testicule ou du scrotum, et parfois une douleur qui peut être abdominale également. Et comme on a pu en parler pour Octobre Rose, et je redéposerai sous la description de la vidéo YouTube, et je redéposerai dans le Discord l'auto-examen, et bien comment est-ce qu'on peut faire entre 20 et 40 ans pour vérifier qu'il n'y a pas de développement de masse ou de choses comme ça? Eh bien, il y a aussi un auto-examen qui se fait en différentes étapes, ou qui consiste à inspecter, palper après la douche, hein, une fois par mois, pour voir s'il y a des irrégularités. À peu près comme ce qu'on a vu pour Octobre Rose et les seins. Donc justement, dans les signes d'alerte, c'est ce qu'on se disait, hein, on peut retrouver une grosseur au niveau du testicule, on peut avoir un testicule qui va avoir une taille ou une forme anormale. On peut avoir une lourdeur, donc cette fois-ci, c'est pas tant que le fait que ça soit gros ou non, mais c'est qu'on va avoir un sentiment de pesanteur, de lourdeur à l'intérieur du scrotum. On peut avoir une douleur. On peut avoir aussi des troubles de la fertilité, et de manière un peu plus rare, et généralement sur des stades plus avancés, on peut avoir ce qu'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire une augmentation mammaire. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je vous dis, bon bah voilà, on fait l'auto-examen, on fait ceci, on fait cela, ok. Concrètement, on a dit prostate, on a dit testicule. Pour ce qui est du cancer de la prostate, il existe un test sanguin qui permet de mesurer le taux d'antigène circulant dans le sang spécifique à la prostate. Donc ça s'appelle le test PSA. À partir de quand est-ce qu'il faut le faire? Concrètement, c'est pour
normalement, votre médecin traitant vous le préconise dans un bilan annuel sanguin, quand il vous fait un bilan annuel sanguin où il regarde les lipides, le cholestérol, etc. S'il n'y a pas de problème au niveau de la NFS, enfin, s'il n'y a pas de problème de coagulation, s'il n'y a pas de problème au niveau du bilan sanguin. Et à ce moment-là, il ajoute la PSA. S'il y a des antécédents familiaux, on peut commencer dès 45 ans, donc un peu plus tôt, c'est ce que je vous disais. Généralement, quand on a des antécédents familiaux de ce type de maladie, comme on parlait du cancer du sein en octobre, eh bien on est d'autant plus vigilant. Et attention, plus on détecte les cancers avant les apparitions des symptômes, et meilleures sont les chances de guérison. C'est toujours pareil, plus tôt on va pouvoir avoir un diagnostic, et meilleur sera le pronostic. Pour la prostate, PSA, à partir de 50 ans, plus examen clinique chez notre médecin traitant. Là où je vous rejoins, c'est que c'est pas facile d'avoir un médecin traitant. Il faut des fois se battre pour trouver un médecin traitant pour avoir un bon suivi. Mais c'est essentiel. Deuxième cancer dont on parlait pour les 20-40 ans, cancer des testicules. Donc l'auto-examen régulier que je partagerai avec vous sur Discord et en dessous de la description de la vidéo YouTube. Et s'il y a un doute, c'est-à-dire que si au cours de cet auto-examen, on se rend compte qu'on a un des symptômes dont on a parlé tout à l'heure, lourdeur, douleur, grosseur d'un des testicules, modification de la forme, bref... à ce moment-là, on va voir un examen, on va voir un médecin qui va lui aussi faire un examen physique et certainement faire ce qu'il faut en paraclinique, donc échographie et scanner. Là, c'est pareil, c'est juste une petite slide pour récapituler un petit peu comment dire, l'iconographie qui vient de l'INCa, donc l'Institut national du cancer et de santé publique France. C'est simplement pour rappeler les facteurs de risque, rappeler les manières de faire des dépistages, rappeler le nombre de cas par an, le nombre de décès aussi par an. Hein. Vous voyez, c'est quand même non négligeable. Et un petit rappel sur Scare-Movember. Un petit point sur les traitements. Les traitements en cancérologie, c'est pareil, on en parlera de manière assez abondante quand on traitera du cancer. Les traitements en cancérologie, en fait, ont des logiques qui sont un peu différentes les unes des autres. Le traitement d'excellence en oncologie restera toujours la chirurgie à partir du moment où elle est possible. Dans quel cas n'est-elle pas possible ? Déjà, quand c'est un cancer liquide. Parce que là, on parle de cancer de la prostate et des testicules. Il y a des leucémies, il y a des lymphomes, il existe des cancers liquides qui sont donc par essence inopérables puisqu'on ne va pas aller retirer des morceaux de sang à l'intérieur du sang. C'est pas possible. Donc, on enlève les cancers liquides de cette catégorie de chirurgie. Ensuite, il y a des cancers qui touchent des zones qui sont inaccessibles à la chirurgie ou qui sont trop dangereuses pour la chirurgie. Sinon, pour le reste, la chirurgie restera toujours le geste, le traitement de référence. La logique de la chirurgie, elle est simple. Hein. C'est le cancer est à tel endroit, je vais à l'endroit et je retire l'intégralité du cancer. Quand on est dans une logique de guérir. Hein. Donc je vais retirer l'intégralité du cancer. Et je vais même découper un petit peu plus. Soit je vais tout retirer, dans le cas de la prostate, je l'enlève complètement, enfin je vais tout retirer, soit je coupe un petit peu plus pour avoir des marges saines et être sûr que j'ai bien retiré l'intégralité de ce que je vais retirer. Ça c'est la logique de la chirurgie, c'est on arrive, on ouvre, on retire, on referme. Deuxième logique, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est envoyer à un certain endroit des rayons à l'endroit où est le cancer pour faire réduire et disparaître idéalement la masse tumorale. Donc c'est envoyer une certaine quantité de rayons. Donc il y a des protocoles de radiothérapie qui durent des semaines et des semaines en fonction des cancers, en fonction des stades, etc. Et on envoie à un endroit une quantité de rayons pour faire réduire le cancer. La chimiothérapie,
ici, en particulier, donc là sur les cancers des testicules quand il y a des métastases, la chimiothérapie consiste à mettre un médicament à l'intérieur de l'organisme qui a pour vocation de tuer les cellules cancéreuses. Alors la chimiothérapie tue également des cellules saines, mais elle target, elle cible des cellules cancéreuses parce qu'on a des thérapies qui sont de plus en plus ciblées maintenant. La logique c'est je vais mettre un médicament pour tuer le cancer. Donc ça ressemble un petit peu entre guillemets à la radiothérapie dans l'objectif, je vais m'attaquer aux cellules cancéreuses. Et enfin on a l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Et là l'immunothérapie c'est quelque chose qui est complètement différent dans la logique. Donc chirurgie, j'ouvre, je retire, je referme, ok. Radiothérapie, chimiothérapie, je sais où est le cancer, soit j'envoie des rayons radiothérapie, soit je mets un médicament pour tuer le cancer, chimiothérapie, ok, ça c'est la logique. Quatrième logique, c'est l'immunothérapie. Et à ce stade, vous allez devoir me croire sur parole, mais vous inquiétez pas, en 2025, on fera un live sur le cancer, où j'expliquerai vraiment en détail ça. Mais dans le processus d'oncogénèse, pour qu'une cellule normale devienne une cellule cancéreuse et qu'on parle vraiment de cancer, au cours de ces mutations, puisque le cancer est une maladie génétique par définition, hein, c'est-à-dire une maladie d'altération du génome, au cours de ces mutations, une cellule cancéreuse va échapper au système immunitaire. Parce que normalement, notre système immunitaire, tous les jours, va venir manger des cellules, va venir manger des débris, va venir manger des choses qui n'ont pas à être dans notre organisme. Et théoriquement, en biocell, si on suivait les mécanismes tels qu'ils existent, l'organisme devrait dire « Mais attends, toi t'es pas une cellule comme les autres, t'as rien à faire là, je dois te manger ». Et pour tout un tas de raisons qu'on expliquera une autre fois, les cellules cancéreuses arrivent à échapper au système immunitaire. Et l'hormonothérapie et l'immunothérapie en particulier, elle consiste à réveiller le système immunitaire, c'est-à-dire à dire au système immunitaire « Eh attends, regarde !» Et donc c'est un médicament également, hein, et regarde, ces cellules-là que tu ne vois pas parce qu'elles se sont bien déguisées, en fait, ce sont des cellules cancéreuses. Donc fais ton travail, le système immunitaire, et attaque les cellules cancéreuses et détruit le cancer. Et vous voyez, donc on a des traitements qui sont différents dans leurs approches et qui sont différents dans leur logique. Et par ailleurs, il est possible de combiner ces traitements. On peut faire de la chirurgie avec une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire qu'on peut commencer par mettre une chimiothérapie pour faire réduire la taille par exemple, et ensuite intervenir en chirurgie pour faire une exérèse totale de la tumeur cancéreuse. On peut faire des assemblages de traitements, et ça se discute par rapport à la situation de la personne, aux problématiques que rencontre le patient et à l'évolution de la maladie bien entendu. Voilà pour ce qui est des traitements. Donc au niveau de manière très pratico-pratique, maintenant qu'on en a parlé de tous ces aspects très intéressants mais plus théoriques, de manière très pratico-pratique, dépistage régulier. On ne néglige ni l'auto-examen, ni les dépistages quand on rentre dans les critères. On prend soin de sa santé, et on va voir plus exactement comment. Et si on voit des symptômes, surtout, si on voit des symptômes, on n'attend pas 3 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Non, si on voit des symptômes, on se rend le plus rapidement possible voir son médecin pour que le diagnostic soit fait le plus tôt possible, pour que le pronostic soit le meilleur. Donc voilà. Là c'est pareil, donc j'ai remis quelques iconographies. Pour Movember, je porte la moustache, ça tombe bien, mon travail me le permet. Oui, jamais un employeur va vous dire que vous n'avez pas le droit de porter la moustache. Même les super... Ce que j'aime beaucoup dans Movember, vous voyez, ce que j'aime beaucoup dans Movember, c'est que justement parce que, et on va en parler après, hein, parce que la santé mentale, etc., on va dire que c'est pas toujours une grande priorité dans l'esprit des hommes de par l'éducation, enfin de par plein de choses. J'aime bien le ton très décalé utilisé dans Movember. Donc par exemple celle-ci qui me fait bien rire. Même les super-héros ne sont pas à l'abri d'avoir un pépin.
une moustache pour faire attention à ses noix. Moi, je trouve que c'est pas mal ça. Et ça vient directement du site Movember aussi. Je veux vivre dans un monde dans lequel plus aucun homme ne mourra du cancer des testicules. Parce que les cancers de testicules, quand ils sont pris de manière précoce, sont de bons pronostics. Hein. C'est ça, cuir moustache, mais oui. Donc voilà, les préventions et conseils pratiques. Je vous ai dit depuis quelques années, Movember, en plus de toute la partie oncologique, cancérologique, s'est attaqué à un grand tabou, la santé mentale des hommes. Une personne sur 4 souffrira d'un problème de santé mentale à un moment ou un autre de sa vie. Il faut savoir qu'en médecine générale, ça représente 25% des consultations de votre médecin généraliste. La souffrance psychique, les maladies psychiatriques ou autres. Donc, on se mobilise pour chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, la santé mentale, c'est un tabou à briser, mais pourquoi est-ce qu'il faut en parler ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce que Movember maintenant s'intéresse à cette thématique et la met de plus en plus en avant ? Déjà parce que culturellement, il y a une plus grande, et ça c'est pas moi Patch qui le dit, c'est pas du café du commerce, ce sont toutes les études scientifiques qui le décrivent, hein. C'est que pour tout un tas de raisons, notamment de normes culturelles, et je parle principalement ici des sociétés occidentales, en tout cas moi toutes les études que j'ai lues sur le sujet provenaient des pays de l'OCDE, on va dire. Pourquoi en parler ? Parce que déjà les hommes ont du mal à exprimer leurs émotions, notamment à cause de certaines pressions ou attentes sociales, on en reviendra tout à l'heure. Ensuite parce que cela conduit à des risques accrus en matière de dépendance, d'addictologie, de maladies psychiatriques comme la dépression, d'anxiété chronique et de suicide. Et ici, on a quand même un chiffre... Alors attendez, je me suis un peu emballé. Voilà, ici, on a un chiffre clé, c'est que le suicide est surreprésenté de manière très significative, ou les hommes plutôt, sont très surreprésentés dans le suicide dans le monde. C'est-à-dire que sur 4 suicides, il y en a 3 qui sont faits par des hommes. Que environ 1 homme sur 10 souffre de dépression ou d'anxiété ou de crise d'anxiété chronique, mais que très peu ne font la démarche d'aller chercher de l'aide. Parce que derrière ça, il y a des stéréotypes genrés, il y a des stéréotypes sociétaux. L'homme doit être fort, et ça on le voit dès l'éducation, dès le début en réalité, hein. Ils sont construits, ces stéréotypes. L'homme doit être fort, il ne doit pas montrer ses émotions. Et tout cela va venir entraver la démarche et va venir, on va dire, si ce n'est empêcher, en tout cas va venir freiner la démarche pour les hommes de manière générale à prendre soin d'eux. Donc voilà, on parlait des cancers tout à l'heure, juste pour info, hein, c'est le santé mentale, prévention du suicide. Le suicide concerne 510 000 hommes par an. Quand je dis suicide, c'est-à-dire que c'est pas une tentative, hein, c'est un acte qui va jusqu'au bout, et que donc 75% des suicides sont commis par des hommes. Pour ce qui est des cancers, on en a déjà parlé. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des facteurs qui contribuent à cette mauvaise santé mentale entre guillemets chez les hommes, avec des pressions sociales et des attentes culturelles qui sont particulièrement importantes, avec ces idéaux, cet idéal type de les hommes sont forcément forts, sont forcément résilients, etc. Donc forcément, si je suis fort et résilient, je vais surtout pas demander de l'aide, puisque si j'ai un problème, je suis fort et résilient, donc je vais y arriver tout seul. C'est un peu ça. Il peut évidemment y avoir, comme tout à chacun, des problèmes relationnels qui vont venir accentuer les problèmes de santé mentale. Donc toute relation professionnelle, personnelle, qui va pouvoir venir exacerber les sentiments de stress. L'addictologie, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'addictologie, la consommation de substances, l'alcool, les cigarettes, les drogues,
les autres toxiques, quand je dis les drogues, pendant très longtemps, il y avait une et c'est toujours le cas, enfin c'est en train de se réduire, hélas. C'est pas en nombre que c'est en train de se réduire, c'est plutôt que les femmes sont en train de rattraper, dans le mauvais sens du terme. Mais pendant très très longtemps, il y avait pareil, un mésusage ou un usage délétère pour la santé de l'alcool et du tabac et puis de tout le reste, plus par les hommes que les femmes. C'est toujours le cas. Ça l'est un peu moins chaque année, mais c'est toujours le cas. Et donc en conséquence, évidemment, on a un sentiment d'isolement qui s'accroît, de désespoir, d'immense solitude. En plus, puisqu'on est fort et résilient, bah, on est seul, mais c'est pas grave parce qu'on va s'en sortir tout seul. C'est ce que on nous a toujours appris, entre guillemets. Donc, et puis en plus, puisque je consomme des substances et que la consommation de substances va avoir aussi tendance à m'isoler socialement, je suis de plus en plus à risque de développer des comorbidités psychiatriques comme la dépression qui peuvent m'amener, dans le pire des cas, jusqu'au suicide. Quels sont les signes? Au niveau des signes, on va avoir plusieurs choses. Au niveau de la détresse mentale, on va avoir des changements d'humeur assez abrupts, avec une irritabilité, des expressions de colère, une tristesse persistante. On peut avoir ces trois choses en même temps, on peut avoir que l'une de ces trois symptômes, on peut en avoir d'autres aussi. On va avoir aussi des problèmes de sommeil. On peut avoir soit des difficultés d'endormissement, donc là on va être dans ce qu'on appelle des insomnies, ou alors des réveils précoces, c'est-à-dire qu'on va réussir à s'endormir et puis on va se réveiller plus tôt et on va pas réussir à se rendormir. Ou à l'inverse, on va avoir des hypersomnies, donc le fait de dormir beaucoup plus. Quels que soient nos problèmes de sommeil, on va avoir une fatigue excessive, c'est-à-dire qu'on peut dormir 4 heures et se dire bah oui du coup je suis fatigué parce que je n'ai dormi que 4 heures. On peut aussi dormir 12 heures et se réveiller et y être exténué. Fatigue excessive. Des problèmes d'attention et de concentration, oui en fait on va avoir des problèmes cognitifs qui vont commencer à apparaître, de difficultés à se concentrer, à accomplir des tâches du quotidien. Ça va commencer par au début, je fais plus ma vaisselle, je fais plus mes tâches quotidiennes, je sors plus mes poubelles, etc. Puis jusqu'à un moment où ça va être, j'arrive plus à me lever le matin, j'arrive plus à m'habiller, chaque geste, même des plus élémentaires, va devenir une épreuve. Dans les autres signes, on va avoir le retrait social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un qui auparavant était très entouré de ses amis, de sa famille, aimait bien voir les personnes autour d'elle, bah, au contraire va s'isoler, va éviter toutes les interactions sociales possibles, va se couper de ses amis, de ses proches, et va rentrer dans une spirale autodestructrice avec des consommations excessives de toxiques, en particulier d'alcool ou autres, et dans des prises de risques inutiles. Et là c'est pareil, quand on commence à présenter ce genre de symptomatologie, c'est un appel, comment dire, ça doit nous interpeller immédiatement. C'est-à-dire qu'on ressent, on identifie, et ça s'identifie assez, c'est assez criant hein, mine de rien comme symptomatologie, on se rend compte qu'il y a une rupture par rapport à l'état initial. On se rend compte que la personne qu'on a en face de soi n'est pas la même que celle qu'on a connue il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 2 ans. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut qu'il y ait une prise en charge avant que l'état ne se dégrade, parce qu'il ne va pas spontanément se résoudre, dans la plupart des cas. Donc, pareil, des iconographies, des rappels de ce que je vous ai dit, de la tristesse, des troubles de mémoire, de l'apathie, de la dévalorisation, des idées noires, la possibilité de consommer, de faire des mélanges, de consommer des substances, de consommer des médicaments et de faire tout ça. Des troubles de l'appétit aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé des troubles du sommeil, on peut aussi avoir des troubles de l'appétit, on peut avoir une perte de l'appétit ou au contraire une hyperphagie. On peut essayer de se retrouver, de retrouver des petits plaisirs dans l'appétit entre guillemets, et ne manger que par gourmandise, c'est-à-dire déstructurer son organisation alimentaire habituelle pour ne manger que ce qui nous fait plaisir, entre guillemets, ou à l'inverse, avoir une perte totale d'appétit.
comment est-ce qu'on fait pour parler de ça? Comment est-ce qu'on fait pour soutenir ça? Eh ben en fait, il faut en parler. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle, hein. Il faut briser les tabous. C'est-à-dire, il faut engager la conversation, quel que soit le stade de la personne. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, hein. Quand on rencontre quelqu'un qui a fait une tentative de suicide ou qui nous évoque de manière très précise en consultation qu'il compte passer à l'acte, on a, nous, professionnels de santé, une obligation de parler de cette thématique et d'en parler de manière très claire. C'est-à-dire que ça n'est jamais en parlant de, par exemple, du suicide, ça n'est jamais en évoquant cet acte que ça va le déclencher. Le fait de parler, le fait de briser les tabous, ça va permettre d'installer un temps où la personne va pouvoir s'exprimer et ensuite de pouvoir l'orienter, et si c'est urgent, de l'orienter de manière très urgente, quitte à deux fois appeler les secours. Ça va permettre de laisser la parole s'exprimer, parce que comme on l'a dit auparavant, mais non, j'ai pas besoin de parler, je suis fort, je suis résilient, la société, depuis toujours, quand j'étais un petit garçon et que j'avais une petite sœur, quand je tombais et que je pleurais, ma grand-mère ou mon grand-père disait non mais il faut qu'il se relève tout seul parce que c'est un garçon, et dès que c'était ma petite sœur, on courait la ramasser en lui faisant un câlin et un bisou parce que c'est une fille. Ça commence là, les stéréotypes genrés, hein. Ça commence vraiment là. Donc, il faut vraiment pas hésiter à briser les tabous. Il n'y a aucune question interdite en la matière, il faut le faire avec tact, avec empathie, avec mesure, mais il faut dire les termes en toutes circonstances. Donc briser les tabous, essentiel. Ensuite, il y a des stratégies de gestion du stress, on en a parlé aussi quand on a fait le mois sans tabac, je vais en reparler encore aujourd'hui. Les techniques de gestion du stress, de l'anxiété, il y en a une infinité, je vais en décrire, en proposer une série, mais que ça soit des techniques de relaxation, que ça soit de l'activité physique régulière, que ça soit des loisirs créatifs, que ça soit les trois combinés à des jours différents ou le même jour si vous y arrivez, chaque personne va pouvoir trouver la ressource qui va lui permettre d'avoir une meilleure gestion de son stress et de son anxiété. Et enfin, c'est accéder à des ressources, c'est ce que je vous disais. Une fois qu'on a brisé les tabous, une fois qu'on a permis à la personne de s'exprimer, une fois qu'on a essayé de mettre en place des stratégies de gestion, il faut aussi se rappeler que on n'est pas seul. La personne n'est pas seule, si on est proche, nous aussi on n'est pas seul. Il y a des personnes dont c'est le métier. Enfin, nous on est là pour ça, hein. On se met pas une petite blouse et on fait pas 11 ans d'études pour le plaisir. On est là pour ça. Il existe des professionnels dédiés, que ce soit des paramédicaux, comme les psychologues et autres thérapeutes, ou comme des numéros d'urgence dont on va parler, comme les lignes d'écoute sur la prévention du risque suicidaire ou sur le soutien en santé mentale. Et il existe évidemment des professionnels de santé. Donc, c'est un ensemble. Vraiment. Donc là, j'ai pris un exemple, on reviendra un peu plus dans le détail, on reviendra un petit peu plus dans le détail plus tard. Là, je vous ai comment se détendre. C'est pas moi qui vais vous apprendre, évidemment. Moi, je peux rien à apprendre à personne. Je suis plutôt là pour essayer de vous dire, voilà, il existe plein de choses. On sait tous qu'il existe plein de choses. L'essentiel, c'est de se dire que si on a des rituels quotidiens positifs, moi, je vous ai expliqué, tous les jours, je me lève à 5h du matin, que je sois chez moi ou que je sois de garde à l'hôpital. Pendant 1 heure, je fais ce qu'on appelle le Miracle Morning, c'est-à-dire que je fais 10 minutes de silence, relaxation, méditation, prière, enfin moi je ne prie pas mais j'aurais pu, prière, etc. 10 minutes de silence. Ensuite 10 minutes d'affirmation. Oui, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Oui, ma routine quotidienne me fait du bien. Oui, 10 minutes où j'exprime à voix haute des affirmations. 10 minutes de lecture. 10 minutes d'écriture où je tiens un journal. 10 minutes d'activité physique, et je parle pas de grand sport où il faut aller faire de l'haltérophilie ou il faut courir un marathon, mais 10 minutes où je vais faire des exercices d'étirement.
et 10 minutes d'écriture, 10 minutes de relaxation, 10 minutes d'affirmation et 10 minutes de visualisation, c'est-à-dire 10 minutes où je visualise ma journée et je me dis bon, je sais qu'à 10h30, donc là ce matin à 5h, je me suis réveillé, j'ai dit ok, il faut que je fasse ça. Ensuite, il faut que j'aille marcher 1 heure. Donc de 5h à 6h, je visualise, ok, je fais ça. À 6h, qu'est-ce que je fais? Je vais marcher 1 heure. Ok, à 7h, qu'est-ce que je fais? À 7h, je m'occupe de mes chiens, enfin des chiens. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter du pain. Je visualise ma journée. Bien que ce soit le week-end, je vais pas avoir une journée très compliquée. Il fallait que je prépare ce support-là. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Je visualise ma journée. Je me dis bon, qu'est-ce qui peut se passer de compliqué? Ah, je peux avoir un problème internet. Je peux avoir un problème de réseau. Je peux avoir un problème avec ça. Si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Et je visualise comme les pilotes de Formule 1. Hop, je sais qu'à la minute 1 minute 17, il y a une double chicane. Il faut que je sois concentré parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un problème d'obstacle. Donc vous voyez, ça c'est une de mes routines. Moi, je la partage avec vous. C'est pas moi qui l'ai créée. Ça vient de Hal Elrod, donc un livre qui s'appelle Miracle Morning. Moi, ça c'est ma routine quotidienne que je fais tous les jours. Donc des rituels quotidiens, et ça peut se faire en 1 heure, moi je le fais en 1 heure, ça peut se faire en 6 minutes aussi, ça peut se faire en 20 minutes, ça peut se faire en 30 minutes. L'essentiel c'est que vous trouviez un moment pour vous, pour que ça soit positif, que ça soit quelque chose de valorisant pour vous, que vous en soyez satisfait, que vous en ressortiez quelque chose de positif. Donc des rituels quotidiens, des mécanismes pour recharger son corps, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, de sommeil, etc. S'éloigner de tout par moment pour retrouver l'énergie. Ça c'est un de mes objectifs en 2025, c'est de me faire une journée sans connectivité, une journée par semaine. Ça sera un de mes objectifs de 2025. Je suis en train de réfléchir à comment l'organiser, mais c'est pour vous dire, c'est vraiment une journée par semaine où zéro téléphone, zéro internet, rien. Je me coupe de tout. Le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est-à-dire avoir suffisamment, prendre le recul par rapport, le juste recul par rapport aux situations auxquelles on est confronté. Et les habitudes contre le stress. Comment est-ce que je sais que j'agis habituellement et comment est-ce que je fais par rapport à ça pour m'améliorer quand ça va se reproduire, parce que notre vie au quotidien, on rencontre tous les jours des situations stressantes. Donc voilà. Ça, c'est simplement pour que vous l'ayez en tête et que vous puissiez le retrouver également sur le Discord. Ce sont les numéros ouverts pour certains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours, fériés compris, pour tout ce qui est l'urgence en santé mentale. Que ça soit vraiment de la discussion type SOS amitié, ou que ce soit suicide écoute, souffrance, suicide prévention, etc. Ici vous avez donc 3114 qui est un numéro essentiel. 3114 c'est un numéro qui est vraiment important. Donc vous pouvez retrouver le détail de chacun de ce que font chacune de ces lignes, mais ça ici vous retrouvez quelques éléments importants qui peuvent vous être utiles, parce que ça peut arriver à n'importe qui des moments difficiles dans la vie, et on peut tous avoir besoin d'un coup de main, et des fois on n'a pas envie de discuter avec sa compagne, son compagnon, on peut pas en discuter avec ses enfants, on peut pas discuter avec ses parents parce qu'ils sont pas forcément en forme, et puis au travail c'est jamais le lieu, et puis on sait pas, etc. C'est plus facile des fois d'en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à un tiers, quelqu'un qui ne va pas nous juger, quelqu'un dont c'est le métier. Donc ça existe, et c'est important que vous ayez ces informations-là. Donc voilà, pour ce qui est des ressources disponibles, vous les avez là, les amis. Ligne d'écoute, groupe de soutien, ça existe aussi, hein, en ligne ou en personne. C'est pareil, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont préférer discuter via des chats, via des forums, lire des retours d'expérience. Il y a des personnes qui vont préférer être en présentiel. Ça existe partout. Il y a un tissu associatif qui est très riche. Déjà, si vous allez, là on parle de Movember, si vous allez sur le site de Movember, il y a un tissu associatif très riche, et en plus de ça, quel que soit l'endroit où vous habitez, il existe des associations, et si vous ne trouvez pas forcément d'association, vous pouvez vous rapprocher des CMP. Les CMP, c'est des centres médicaux psychologiques qui eux connaissent toutes les associations. Ça existe dans tous les départements, il y a des antennes mobiles dans les départements, et donc faut vraiment pas hésiter. Et ne pas hésiter non plus à consulter un professionnel de santé au besoin. Et donc tout ça, en fait, on utilise Movember comme un catalyseur de changement.
C'est-à-dire qu'on utilise ce fait de porter la moustache. Mais pourquoi tu portes la moustache? Bah parce que les cancers masculins, si on les diagnostique tôt, eh ben, le pronostic est très bon. Pourquoi? Parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui est sous-évalué chez les hommes pour plein de raisons culturelles, etc. Mais que c'est quelque chose qui est très important en termes de nombre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, il y a beaucoup de personnes qui en meurent, et on a des choses à faire. Donc, profitez de cette campagne-là pour faire ça. Le mode de vie, maintenant on est sur la dernière étape, c'est-à-dire qu'on a parlé des cancers, on a parlé de la santé mentale. Le mode de vie. Le mode de vie, c'est la clé de la prévention, quel que soit le sujet dont on va parler. Ça sera toujours la clé pour prévenir la maladie, quelle qu'elle soit, d'arriver. Le mode de vie sain est essentiel, pourquoi? Il réduit le risque de toutes les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les troubles psychiques, psychiatriques. Il améliore le bien-être de manière générale, l'énergie, l'humeur, la qualité de vie. Il soutient le système immunitaire et aide à gérer le stress. Et donc on a différentes composantes, on va aller chacune explorer ensemble. Une alimentation équilibrée, un exercice physique régulier. Attention, hein, quand je dis exercice physique, activité physique, je suis pas en train de parler de s'inscrire au club de basket, au club de volley, ou etc. Et puis ça s'adapte à tout âge. Activité, exercice physique régulier, activité physique régulière. Sommeil réparateur et gestion du stress. Bon, voilà, on a une vision globale de une vie, un lifestyle, une vie la plus saine possible par rapport à tout ce qu'on venait de se dire au travers de l'alimentation, aussi le fait de bien s'hydrater, la relaxation, le fait de bien prendre soin de soi et de s'assurer qu'on est suivi médicalement, l'activité physique et le sommeil. Ok, on commence par le régime alimentaire. Bon, le régime alimentaire, encore une fois, on a des aliments qui sont plutôt à privilégier, puis des aliments qui sont plutôt à éviter. Attention, on parle jamais de dire c'est 0-0 ou c'est à fond ça, etc. Dans un monde parfait, on mangerait tous que des fruits, des légumes, des fibres, du poisson gras et des noix. Il faut ne jamais oublier que l'alimentation a un aspect nutritionnel, mais elle a aussi un aspect culturel, elle a un aspect de bonheur qu'elle peut apporter. Donc il faut à la fois prendre soin de soi au quotidien sans s'interdire des plaisirs ponctuellement. Donc on va privilégier certains aliments, on va en éviter d'autres. En particulier, on va s'intéresser à des antioxydants et des nutriments essentiels. Au niveau des antioxydants, pourquoi? Parce que les antioxydants qui sont présents notamment dans les fruits et dans les légumes, ils vont protéger les cellules qui subissent donc au cours du cancer des modifications. Elles vont protéger les cellules des dommages pouvant entraîner le cancer. Donc plus on va manger de fruits et de légumes, et en particulier des légumes, puisque dans les fruits il y a aussi quand même du sucre, mais plus on va manger de fruits et de légumes, plus on va avoir d'antioxydants et plus nos cellules seront protégées du risque cancérigène. Des oméga 3 et des fibres qui ont aussi des effets protecteurs, et évidemment l'hydratation. Et quand on dit hydratation, c'est de l'eau en priorité pour avoir une bonne santé cellulaire. Je vous ai remis une pyramide, une pyramide qui vient d'un point de vue nutritionnel dans un monde parfait. Encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme repas. Voilà un petit peu toutes les classes d'aliments, tous les types d'aliments et toutes les portions idéales qu'on peut envisager. L'activité physique maintenant. L'activité physique, c'est démontré, diminue le risque cancer, en particulier le risque cancer prostate. Il aide à maintenir un bon poids corporel, et on a vu aussi que le poids était un des surrisques de développement de cancer, notamment l'obésité morbide. Donc le fait de maintenir un poids corporel sain, c'est une très bonne chose pour la prévention des cancers. Par ailleurs, c'est aussi une excellente chose dans la prévention des maladies cardiovasculaires, puisque ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ça améliore la santé mentale, puisque ça réduit également l'anxiété et la dépression, tout améliorant l'humeur. Les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé,
Les recommandations mondiales de l'OMS sont de 150 minutes par semaine d'activité physique modérée, c'est-à-dire de la marche rapide. Moi, je donne toujours cet exemple, c'est de la marche rapide. Ou 75 minutes d'activité d'intensité élevée par semaine. Et idéalement, complété par des exercices de renforcement musculaire par semaine. Ça, ce sont les recommandations générales. Ensuite, si cela vous intéresse particulièrement, vous pouvez trouver en fonction des cas particuliers, puisqu'on est tous différents, on a tous des âges différents, on a tous des maladies aussi, ou enfin, chacun est unique, chacun part d'un endroit différent. Mais en tous les cas, ça c'est ce qui est des recommandations de l'OMS. Donc pareil, je vous ai mis deux graphes qui reprennent ce que je vous disais. Donc on a les différents types d'intensité d'activité physique. Faible, c'est quand on marche, mais on marche pas rapidement, c'est-à-dire qu'on marche sans transpiration, sans essoufflement. Cette fois-ci, modéré, c'est lorsqu'on va avoir de la transpiration. Donc par exemple, on va avoir une marche rapide qui va induire de la transpiration, qui va induire la recherche du souffle. Et d'un point de vue d'énergie, je trouvais que c'était intéressant de se dire que 45 minutes à faire le ménage, par exemple, c'est de l'activité physique. Mais ça équivaut à 12 minutes de boxe, ça équivaut, en gros, hein, ça équivaut à 1 heure de yoga, ça équivaut, etc., etc. C'est se dire que, attention, il ne faut pas confondre activité physique, exercice physique et sport. Ce sont deux choses différentes. Et c'est pareil, comment est-ce qu'on fait pour augmenter son activité physique ? Ça peut être par des choses comme se fixer des objectifs. Encore faut-il qu'ils soient réalistes pour ne pas se décourager. Donc on va pas dire demain je cours le marathon si j'ai jamais couru de ma vie. Non, maintenant je vais commencer par marcher un petit peu plus. Et puis en fait je me rends compte que pour aller au travail, ou je me rends compte que dans mon immeuble ou chez moi, ou je sais pas, il y a un escalier, je vais prendre l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur, etc. Idéalement je le fais pas tout seul. Comme ça, si j'ai quelqu'un avec moi, en plus ça me sort de mon isolement si je suis isolé. Et ça fait participer le copain, la copine, ou la personne de la famille, peu importe. Et puis comme ça, on n'est pas seul, et on peut discuter en même temps. J'essaye le plus possible de favoriser... alors encore une fois, hein, ça dépend de chacun. J'essaye le plus possible de favoriser une partie de mon trajet à pied. Si je suis dans une grande ville et que je dois prendre le tramway, le métro ou le bus, je peux décider de descendre un arrêt plus tôt et de faire le dernier à pied. Si je suis obligé de prendre la voiture depuis chez moi jusqu'à l'endroit où je travaille, pour le coup, il faudra peut-être plutôt que j'envisage de faire mon activité physique d'une autre manière à un autre moment. Et essayer de le rendre un peu ludique, de le rendre un peu amusant. Donc voilà un peu par rapport à l'activité physique. Pour ce qui est du sommeil, le sommeil, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de dormir un peu moins de 7 heures, des personnes qui vont avoir besoin de dormir un peu plus de 8 heures. En réalité, on dit qu'en moyenne, une bonne nuit de sommeil, c'est 8 heures. Il y a des personnes qui vont pouvoir supporter moins, des personnes qui vont avoir besoin de plus. L'essentiel, c'est de se dire qu'il faut avoir un sommeil de qualité pour avoir un bon renforcement de son système immunitaire et d'avoir laissé le temps à son corps de se régénérer. Donc un bon sommeil réparateur entre 7 et 9 heures est essentiel pour ce qui est de la prévention du cancer, pour se maintenir en bonne santé. C'est quelque chose d'essentiel. De la même manière, par rapport à la gestion du stress, on peut pratiquer des activités, des techniques de relaxation, de la respiration profonde, du yoga, de la méditation. C'est ce que je vous disais, moi, mes 10 minutes de silence quand je me lève le matin. Je me lève, je bois un grand verre d'eau et je commence par 10 minutes de silence. C'est pas pour me rendormir, c'est pour me détendre d'emblée. Donc voilà. Et puis avoir des rituels, avoir des bonnes habitudes de relaxation. Éviter les écrans avant de dormir, ou alors éventuellement, si on n'a pas le choix,
installer des applicatifs qui permettent de couper la lumière bleue, puisque ça existe, ou en tout cas de la limiter. Par exemple, Flux, qui est une application gratuite qui permet de jaunir l'écran au fur et à mesure de l'évolution de la journée pour ne pas perturber le cycle circadien, c'est-à-dire le cycle du sommeil. Et se trouver une routine de sommeil apaisante. Se dire, bon bah voilà, je me prends une douche chaude, je me fais un petit peu de lecture, ou je fais quelque chose qui me détend, qui me met à l'aise pour pouvoir bien dormir. Ce que je trouvais intéressant, ça vient d'un site, et j'ai regardé un petit peu ce qui sortait. Ce que je trouvais intéressant, c'est de se dire que grosso modo, il y avait 60% des gens il y avait 30% des Français qui étaient insatisfaits de leur sommeil, et il y en avait 30 autres pourcents qui étaient ni satisfaits ni insatisfaits. C'est-à-dire que grosso modo, c'était pas vraiment une question pour eux. C'était comme ça, quoi. Et dans le détail de ce qu'ils écrivaient après, c'était de toute façon, j'ai pas le choix parce que les enfants, il faut que je les amène le matin, et puis je rentre tard du travail, etc. Et ça veut dire qu'on a quand même une marge où on peut travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 60% où on peut essayer de se trouver des routines, on peut essayer d'améliorer notre quantité, notre qualité de sommeil. Il y a une marge non négligeable pour 60% d'entre nous. Donc c'est plutôt chouette. Et je vous ai remis ici les risques à court terme et à long terme du manque de sommeil. À court terme, c'est d'avoir des problèmes de concentration et de mémoire. Évidemment, ça va augmenter le risque accidentogène. On va avoir un système immunitaire moins performant. Donc, quelqu'un qui dort moins va être va tomber plus souvent malade, par des maladies infectieuses. Plus émotif aussi, va pouvoir exprimer plus d'émotivité. Et puis à long terme, on va avoir des risques de surpoids, d'obésité morbide accrue. On a un vrai risque avec ce surpoids, on a un vrai risque d'apnée du sommeil, le syndrome des apnées du sommeil, qui lui aussi va être à risque de diabète. Donc on voit que quand à long terme on a de mauvaises habitudes, ou en tous les cas on n'arrive pas à prendre soin de son corps et de son esprit, notamment de par le sommeil, on voit qu'on a un grand nombre de problèmes à court terme et à long terme. Donc fondamentalement, une fois qu'on a dit tout ça, et que j'ai toujours cette belle moustache à la fin de ce médicalement vote épisode 3 sur Movember, en quelques points, l'objectif de Movember, c'est de dire, c'est même pas ça. L'objectif de Movember, c'est, de par la moustache qu'on a, d'interpeller quelqu'un. La personne va dire, mais tiens, t'as une moustache, pourquoi t'as une moustache? Ah bah attends, tant que t'es là, je te retiens par la manche, je te dis, j'ai une moustache parce qu'en ce moment, c'est le mois de novembre. En ce moment, c'est Movember. Tu sais pas ce que c'est que Movember? Ça a été créé en 2003 par 30 personnes. Aujourd'hui, on est plus de 6 millions à le faire dans 20 pays. On est là, on veut discuter des cancers masculins parce qu'ils sont sous-diagnostiqués, et notamment ils sont diagnostiqués trop tard. Alors que si on les diagnostiquait plus tôt, on aurait un impact positif sur le pronostic vital de ces personnes. Et puis, il y a les cancers, mais il y a aussi la santé mentale, parce qu'il se trouve que pour tout un tas de raisons, sociétales, comportementales, structurelles, etc., la santé mentale, c'est un vrai tabou chez les hommes qu'on essaye de briser. Donc, on en parle à tout le monde. Et on en profite aussi pour discuter et rappeler, toujours, comme on le fait toujours dans toute action de promotion, prévention, santé, que prévenir vaut toujours mieux que guérir, c'est la phrase, c'est l'adage. Mais prévenir par une alimentation équilibrée, par un exercice, par un bon sommeil, par une bonne gestion du stress, tout ça, c'est des alliés qui ont tout un tas de maladies, notamment les maladies dont on a parlé aujourd'hui. Et donc, ne pas sous-estimer le pouvoir de la moustache. Elle peut être le début d'une discussion et de discussions qui vont être très très importantes. Des moustaches, il en faut pour sauver les bros. C'est ça Movember. Donc pour le coup, l'objectif, c'est de s'engager pour porter la moustache, pour évidemment collecter des fonds aussi, pour parler de la recherche sur les cancers masculins, sur la santé mentale, pour
faire un bilan de santé, pour en profiter, pour faire passer des messages de prévention primaire sur des bilans de santé. Rappeler aussi que quand on a un doute par rapport aux symptômes dont on a parlé, qu'il faut ne pas hésiter à discuter avec un professionnel de santé, qu'il existe différents types de ressources. Il y en a en ligne, il y en a en associatif, il y en a auprès de cabinets médicaux ou paramédicaux. Il y a des numéros de prévention, des ressources téléphoniques, notamment pour la santé mentale dont on a parlé. Donc, partager, sensibiliser, soutenir tous ces messages-ci. Et voilà ce qu'est Movember. Voilà pourquoi c'était important d'en parler aujourd'hui. Notre 3e live médicalement vôtre. Comme d'habitude, pour que vous n'ayez pas à me croire sur parole, vous retrouvez ici toutes les sources que j'ai utilisées. Donc, évidemment, il y a le site officiel qui est très complet. Et en plus de ça, j'ai utilisé en fonction des sujets d'autres ressources. Je suis allé sur le site dédié du cancer de la prostate, sur la fondation ARC également, qui s'occupe de recherche d'avancées médicales concernant les cancers. Sur toute la partie santé mentale dont on a parlé, je suis allé sur ce site psychom.org qui est un site de référence pour la santé mentale des hommes. Et évidemment, SOS Suicide, je remets le site ici, hein. Vous remarquez qu'ils sont, c'est tous des points, quasiment tous des points org à chaque fois. Et l'écoute santé, que ça soit l'écoute en ligne, que ça soit l'écoute téléphonique, vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur ce site-là. Bon, le mois de novembre, c'est fini. Le mois de novembre, c'est fini. Mais Movember, ça continue. On n'oublie pas les messages. On n'oublie pas les messages qu'on a délivrés aujourd'hui et on sait quoi faire quand on rencontre ce genre de difficultés. Les amis, je vous remercie infiniment pour votre présence, votre participation. Pour les amis de YouTube, j'espère que vous avez passé un très bon moment à découvrir des choses sur Movember et je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à une prochaine si vous le souhaitez. Voilà les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches surtout. Allez, ciao ciao ciao.